Gilles, puisque tu auras le redoutable honneur de prendre la parole, je vais essayer de te présenter en 2 mots. Tu es historien, je n'invente rien, c'est écrit sur ta fiche, et tu es historien, je dirais, spécialisé dans l'histoire coloniale. Mais tu n'es pas que cela. Tu n'es pas que cela, tu as été vice-président de la Ligue des droits de l'homme, tu as été le rédacteur en chef de la revue Hommes et Libertés, qui est devenue Droit et Liberté. Tu restes aussi très engagé dans le travail du groupe de travail national lié à l'archival, à l'histoire, et c'est à ce titre, non seulement que tu peux, je crois, être qualifié d'historien engagé, mais je crois que c'est à ce titre que tu es sûrement un des mieux placés pour pouvoir nous parler de l'histoire de la Ligue des droits de l'homme. Je te laisse la parole. Et effectivement, je vais essayer de vous donner quelques éléments sur cette histoire, qui est une histoire de 125 ans, pour ce qui est de la Ligue des droits de l'homme, fondée en 1898, au moment de l'affaire Dreyfus, au moment où éclate l'affaire Dreyfus. Cet article d'Émile Zola, J'accuse, qui est un coup de tonnerre qui déclenche une protestation sur l'innocence de Dreyfus. Donc 125 ans d'histoire, c'est pas évident à évoquer. Je ne parlerai que de certains moments et certains personnages, en essayant de le faire de la manière la plus vivante et la plus illustrée possible. Donc je suis historien et j'étais déjà venu à Saint-Malo, je le glisse au passage, pour étonnant voyageur, invité pour parler d'un ouvrage que j'avais publié sur un poète et écrivain breton, pas mal loin, brestois, Victor Ségalen. Bon, et donc j'ai publié un bouquin sur Ségalen, j'ai travaillé aussi sur ça, j'ai publié aussi sa correspondance avec un ami qui était officier de marine. Et je suis d'une famille d'officiers de marine aussi. Voilà. Donc, au-delà de cette présentation sur mes travaux d'histoire, j'ai aussi travaillé sur l'histoire de la LDH, de la Ligue des droits de l'homme, puisque je me suis impliqué dans cette association où j'ai trouvé une forme d'engagement, c'est le mot que tu as employé et je le reprendrai volontiers, une forme d'engagement qui convenait à ma volonté de s'occuper de la chose publique, donc de la politique d'une certaine façon, mais pas de la même façon que dans un parti politique, on brigue, on se dispute des places et des avantages bien trop souvent à mes yeux. Donc la Ligue a cette particularité de s'intéresser à la chose publique, à la res publica, si je puis dire, mais à le faire avec une préoccupation de citoyen, dégager des avantages que tel ou tel peuvent espérer par le biais de l'adhésion à un parti politique. Voilà. Donc, j'ai travaillé sur cette histoire de la Ligue des droits de l'homme à l'occasion de son centenaire. Le centenaire était important parce que c'était le centenaire du début de l'affaire Dreyfus, et il y a eu tout de suite après l'année Zola, l'année J'accuse, il y a eu le procès de Rennes, au lycée de Rennes, et ça a eu beaucoup d'écho dans la ville, beaucoup de troubles également, puisque les Dreyfusards venus de Paris ou d'ailleurs ont eu beaucoup de mal à tenir le coup face aux attaques des antisémites, qui étaient souvent des cléricaux, il faut le dire, à cette époque-là, et qui venaient jeter des pierres sur la maison de Victor Bache, qui était prof à l'université de Rennes, et qui abritait en quelque sorte, Jaurès est venu chez lui, les autres, les défenseurs de Dreyfus aussi, etc. Donc c'était une période très chaude, et de cette effervescence est née une section de Rennes, puis ensuite la section de Saint-Malo peu après. Bon, alors quelques mots sur cette histoire de 125 ans. Alors 125 ans, c'est beaucoup.
hein, vous me direz. Donc, on dit parfois la Ligue des droits de l'homme est une vieille dame, est une institution, etc. C'est pas faux, parce qu'elle a une histoire qui remonte dans cet épisode fondateur qui est l'affaire Dreyfus. Mais en même temps, c'est une organisation bien vivante. Et c'est ce que certains de ses détracteurs lui reprochent. Elle est, à mon avis, très utile dans le monde présent, hein, parce que c'est un cadre de réflexion, de croisement de points de vue divers et de synergie de différentes forces intellectuelles, politiques engagées par ailleurs. Voilà, dans un cadre de débat et de prise de position sur des questions essentielles. Alors, je commencerai par évoquer, et je le ferai en essayant de parler surtout des personnes, parce que c'est une longue chaîne de personnes, finalement, cette association de 125 ans d'histoire. Le moment Dreyfus, le moment de l'affaire, ça a été quelque chose d'important pour notre République, au-delà de cette association, parce que, tout en faisant référence à la Révolution française et à la déclaration, aux deux déclarations des droits de l'homme de la Révolution française, 89 et 93, eh bien, cette association a posé, ce moment, affaire Dreyfus, a posé un problème qui n'avait pas été posé au moment de la Révolution française. On parlait des inégalités, de la nécessité de réclamer des droits pour tous, etc. Et on suggérait qu'il fallait aussi que les différences et les inégalités sociales n'aboutissent pas à des discriminations. Voilà, c'était déjà présent. La dimension sociale était déjà présente dès la Révolution française, hein, dans la demande d'égalité de tous les hommes entre eux. Mais il n'y avait pas encore, au moment de la Révolution française, il n'y avait pas encore l'idée qu'il pouvait y avoir des discriminations, appelons-les raciales, des discriminations fondées sur la désignation de certains groupes comme étant extérieurs à la communauté nationale. Il y avait une forte affirmation de la nation au moment de la Révolution. Bon. Mais ça n'avait pas été véritablement posé en tant que tel. Et il a fallu, à la fin du XIXe siècle, au moment de l'affaire Dreyfus, que se pose la question de l'antisémitisme, une vague d'antisémitisme terrible, portée notamment, il faut le dire, hein, par l'Église catholique de l'époque, hein, qui était très antisémite et anti-juive. Elle a évolué, hein, au cours du XXe siècle en particulier, et on ne peut pas parler d'autres périodes que celle de la Résistance ou celle des guerres coloniales de la même façon, à propos du courant chrétien. Hein. Mais à l'époque, c'était ça, il faut le dire. Hein. Et donc, il a fallu réagir et poser le problème de l'égalité indépendamment des appartenances de race ou de secte. Alors, il y a dans le premier manifeste de la Ligue des droits de l'homme, juin 98, une phrase qui est assez symptomatique de la manière de l'aborder, qu'avait la Ligue des droits de l'homme de l'aborder. Le condamné de 1894, bon, c'est une périphrase pour désigner Alfred Dreyfus, n'est pas plus juif à nos yeux que tout autre à sa place ne serait catholique, protestant ou philosophe. Nous ne voyons en lui qu'un citoyen dont les droits sont les nôtres et nous repoussons comme un recul inattendu des idées de liberté, les distinctions de secte. Alors, ce n'est pas le mot race qui est employé, c'est le mot secte. Bon, peut-être pour éviter le mot race, qui était encore nouveau dans le vocabulaire de l'époque, les distinctions de secte qu'on prétendrait établir en sa personne. Donc, une volonté de généraliser le combat, la mobilisation pour toutes les risques de discrimination qui pouvaient se produire dans la société. Pas spécialement parce qu'il est juif, en gros, mais un autre à sa place qui aurait été victime de même discrimination, injustice, parce qu'il était protestant,
catholique ou philosophe. Philosophe, c'est un mot qui est employé aussi dans une acception qui n'est pas sa contemporaine, si je puis dire. On dirait peut-être libre penseur ou athée, ou voilà. Donc, on ne défend pas spécialement quelqu'un parce qu'il est juif, mais parce qu'il est citoyen et victime d'une discrimination. Et ça, je crois que c'est fondamental dans le positionnement de la LDH. C'était 1898, mais c'est valable en 2023. Et quand la Ligue des droits de l'homme s'interroge sur des événements qui se produisent ici ou là et qui concernent d'autres populations, et donc parfois des auteurs de discrimination peuvent être par ailleurs eux-mêmes juifs, c'est le cas du Proche-Orient, hein. Bon, je ne m'étends pas sur ce sujet, mais parfois certains vous disent « vous êtes devenu antisémite ». Bon, c'est mal connaître cette proclamation de départ sur le positionnement universaliste de la LDH. Bien sûr, l'antisémitisme n'a pas disparu, ça reste un sujet de mobilisation, mais ce n'est pas le seul. Et je vais enchaîner avec un autre épisode que je trouve important dans l'histoire de la Ligue, bien qu'il a fait beaucoup moins de bruit, surtout par la suite. Il a fait du bruit un peu à l'époque, dans certains milieux syndicalistes, de gauche. C'était en 1910-1911, l'affaire Jules Durand. Alors, vous connaissez Alfred Dreyfus, mais le nom de Jules Durand, l'affaire Durand, elle n'est pas rentrée dans les mémoires au même titre, dans les mémoires nationales. Qui c'était Jules Durand? C'était un ouvrier charbonnier du port du Havre. Et il a été accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis, et c'était le responsable du syndicat des charbonniers qui avait fondé un syndicat pour lutter contre les patrons de l'époque, armateurs, et la condition qui était faite aux ouvriers, qui était réduite à l'alcoolisme, etc., dans la manière d'être rémunéré, je ne m'étends pas, mais en tout cas, il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il est même condamné à mort par la cour d'assises de Rouen. Et il y a une mobilisation dans le monde syndical, la CGT de l'époque notamment, et les syndicats qui en faisaient partie, de la part des socialistes aussi. Hein, vous savez que la fondation du Parti socialiste par Jean Jaurès, qui réunifiait les différents courants, c'est antérieur. Et l'Humanité, qui avait été fondée par le même Jean Jaurès, proteste. Et la Ligue des droits de l'homme se dit, c'est une affaire Dreyfus, c'est un Dreyfus ouvrier, hein, puisqu'il est victime des mêmes injustices que ce capitaine qui avait été envoyé au bagne à Cayenne. Et il y a eu une mobilisation de la Ligue des droits de l'homme pour l'affaire Durand. Mais tout le monde n'a pas suivi du côté de ceux qui s'étaient mobilisés pour Dreyfus 10 ans plus tôt, dirons-nous. Et certains ont dit non, on ne signe pas pour vous. Alfred Dreyfus a signé pour Jules Durand. Et puis Victor Bache, tout le staff de la Ligue des droits de l'homme de l'époque a fait des réunions publiques ici ou là en faveur de Jules Durand. Et certains, je pense par exemple au premier historien de l'affaire Dreyfus, qui s'appelle Joseph Reynac. Hein, et il a fait la première histoire de l'affaire Dreyfus. Et il défendait en Alfred Dreyfus quelqu'un qui était un officier juif de l'armée française, d'une famille bourgeoise, mais ça n'enlevait rien au fait qu'il était victime d'une injustice. Mais un ouvrier, non, on ne va pas s'y intéresser. Donc, cette affaire Durand, à mes yeux, montre qu'il ne faut pas s'arrêter aux raisons précises de l'injustice commise contre tel ou tel individu. Les raisons d'injustice sont multiples. Et là, c'était les droits sociaux, les libertés individuelles qui étaient en cause dans cette affaire. Donc, ça montre que
cette association, elle se positionne d'une manière universaliste. C'est pas seulement parce qu'il est juif, on le défend aussi, contre l'antisémitisme, mais c'est pas la seule cause pour laquelle l'association se mobilise. Et tout de suite après, une autre cause a été assez présente dans la société française, c'était le poids de l'armée et notamment de la justice militaire qui a sévi pendant la Grande Guerre, pendant la guerre de 14, et qui a, y compris, pratiqué des injustices, des condamnations à la va-vite, et voire des fusillés, ce qu'on a appelé des fusillés pour l'exemple. Et dès l'époque de la guerre, et même avant, elle avait fait signer des pétitions, etc., et elle a pris en main cette cause des fusillés pour l'exemple, en particulier, c'est ceux-là qui étaient les victimes emblématiques, si je puis dire, de cette justice militaire. Hein. Et dans la Manche, pas très loin d'ici, il y a eu des affaires connues qui ont eu pas mal de retentissement, ceux qu'on appelait les caporaux de soins. Il y avait 4 caporaux, dont un qui était instituteur et assez reconnu par ses qualités humaines, Maupas, qui ont été fusillés, accusés de désobéissance, fusillés pour l'exemple, etc. Et donc ça a mobilisé. Et les historiens qui travaillent sur ce fait disent même que ça a eu plus d'impact au niveau du nombre d'adhésions. Là, on s'interroge aujourd'hui sur l'effet en nombre d'adhésions des attaques, j'y reviendrai, lancées récemment par Monsieur le ministre de l'Intérieur et Madame, y compris Madame la Première ministre, contre la LDH. Et ça provoque dans notre association plutôt des soutiens. Bon. Et à l'époque, la campagne pour les fusillés pour l'exemple a provoqué une arrivée d'adhésion plus importante qu'au moment de l'affaire Dreyfus. Parce que c'était dans le monde rural français, avec ses mentalités, sa culture, et c'est un fait historique, plus ressenti comme une injustice, parce que le monde rural français a été ponctionné considérablement. Il n'y a qu'à voir dans chaque village, même quand ils sont devenus avec peu d'habitants, la longueur des noms, de la liste des noms qui figurent sur les monuments aux morts. Hein. Donc le monde rural français a été très mobilisé dans toute la France pour aller combattre en 14-18. Et de ce fait, les anciens combattants avaient plein d'histoires comme ça qui leur sont revenues au sujet du comportement de la justice militaire. Et ça a été une grande cause pour la LDH dans les années 20 jusqu'au milieu des années 30, jusqu'en 34. Parce qu'il y a eu des réhabilitations qui ont été obtenues en cours d'appel, voire en cours de cassation, mais parfois ça bloquait. Ça bloquait quand il y avait des officiers qui disaient non, c'est normal qu'on ait tué ce bonhomme. Bon. Et donc, à ce moment-là, il a fallu une cour spéciale de justice militaire qui soit instaurée et qui élève un certain nombre de condamnations. Et tout le monde n'a pas été blanchi à la suite de cette campagne. Mais n'empêche qu'elle a été efficace. Et ça a été l'occasion, dans de nombreuses communes rurales de France, de former des sections de la Ligue des droits de l'homme. Et si on regarde la courbe de ces adhérents, il y a une montée dans les années 20 jusqu'en 30, 31, 32, et c'est son sommet en quelque sorte. Hein, 180 000 membres, on en rêverait aujourd'hui, hein, 180 000 membres. Bon, et puis après ça diminue un peu. Pourquoi ça diminue? Parce que la question de la guerre qui se profile à nouveau, avec l'Italie fasciste, le nazisme en 1933, laisse planer le risque d'une nouvelle guerre. Et il y a un fort sentiment pacifiste dans l'opinion française, que certains vont jusqu'à ce que l'on a appelé un pacifisme intégral. La paix, ben même avec Hitler, l'Allemagne nazie veut nous faire la guerre,
on va aller le voir, on va lui dire que non, la guerre c'est pas bien et qu'on ne veut pas de guerre. Hein. C'est le point de vue d'un certain nombre de gens dans les années 30. Je pense à quelqu'un qui était un grand écrivain qu'il faut admirer par son œuvre, Jean Giono. Hein. Il était de ce point de vue-là en 40. Il dit « Je vais aller le voir Hitler ». Et il publie quelques articles en disant « La paix, même avec Hitler ». Et ça se répercute, y compris dans la société française, et la LDH, elle est dans la société française. Et ça se répercute en son sein. C'est-à-dire que dans la LDH, il y a une minorité dite ultra-pacifiste, pacifiste intégrale, on disait à l'époque, qui disent la paix même avec Hitler, la guerre de 14 c'était aussi de la faute de la France autant que l'Allemagne, bon, et etc. Et ça se dispute, ça se bagarre, il y en a qui démissionnent, qui quittent le comité central de l'époque, qui ont quitté l'association, etc. Enfin bon, il y a une question qui se pose à ce moment-là, et la Ligue commence à perdre des adhérents. Parce que, disons, sa volonté anti-nazie, vous savez, 38, ce sont les accords de Munich. Hitler s'empare de la Tchécoslovaquie. Il annexe ce qu'on appelle l'Anschluss, il annexe l'Autriche. Et donc, la guerre se profile à l'horizon. Et certains disent qu'il faut refuser ça. Il faut refuser de céder devant Hitler. Il faut se préparer à se battre. C'est terrible la guerre, hein, mais il y a des moments où on est obligé de la faire, et notamment face au nazisme, parce qu'il pressente les persécutions, notamment antisémites. On ne connaissait pas la réalité des camps de la mort, mais tout était possible avec cet antisémitisme nazi. Et alors là, la Ligue se divise, perd de ses adhérents, et jusqu'en 40, diminue de force et de poids dans la société, malgré le Front populaire, où elle joue un rôle. Hein, il y a le Rassemblement populaire, dont un appel est signé, y compris à l'initiative de son président de la LDH, Victor Bach, le même qu'au moment du procès de Rennes de Dreyfus en 99. Et voilà. Mais il y a quand même du trouble dans les esprits. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, si on regarde, je me suis un peu penché dessus, parce qu'il y a une espèce de vulgate qui a été, après-guerre, diffusée, notamment des brochures de la LDH, à l'époque d'Henri Noguer, par exemple, dans les années 70, 60, 70, enfin voilà. Eh bien, qui dit la Ligue des droits de l'homme est décimée par la répression du nazisme. Et beaucoup de membres de son comité central d'avant-guerre ne sont plus vivants, etc. J'ai regardé précisément les biographies des membres élus en 1939 au comité central de la Ligue des droits de l'homme. Eh bien, il y en a qui ont été résistants, oui. Il y en a une bonne moitié, mais il y en a qui ne l'ont pas été. Il y en a qui ont été très attentistes. Et il faut se souvenir que c'est un contexte où, en juillet 1940, il y a ce vote de l'Assemblée, du Sénat, à Vichy, en faveur des pouvoirs, des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, 10 juillet 40. Et on constate que beaucoup d'élus du Front populaire, SFIO, radicaux, Front populaire et autres, les communistes avaient été virés, il y avait le problème du pacte germano-soviétique, c'était un peu compliqué de faire leur histoire à chacun. Mais en tout cas, ils votent les pleins pouvoirs. Pas tous votent les pleins pouvoirs à Pétain. Hein, et je me souviens que Henri Noguer, qui a été plus tard président de la Ligue des droits de l'homme, qui était mobilisé, lui, parce qu'il avait une vingtaine d'années en 40, s'est retrouvé dans un camp de prisonniers, et discutant avec il nous racontait que discutant avec un copain qui était lui-même un fils de député du Front populaire, le père d'Henri Noguer, Louis Noguer, était un député du Front populaire dans les Pyrénées-Orientales. Et il disait, je sais pas comment, l'autre lui disait, je sais pas comment ont voté nos pères.
Et Henri Noguer disait, moi je sais comment a voté mon père. Il ne m'a pas écrit, je n'ai pas de nouvelles, mais il a voté non à Pétain. Et c'est vrai que Louis Noguer avait été un de ceux qui ont refusé les pleins pouvoirs. Mais ça veut dire que dans la gauche française, dans la société française, il y avait une certaine cécité par rapport au risque de Pétain, du régime de Pétain, au risque de l'occupation allemande, au point de vue des arrestations des Juifs et des persécutions contre eux, etc. Et pas seulement eux. Voilà. Et donc, alors la Ligue des droits de l'homme, elle n'existe pas pendant cette période de la guerre. Hein. Elle est tout de suite, comment dirais-je, perquisitionnée, son siège est tout de suite perquisitionné, c'est un des premiers objectifs des nazis quand ils rentrent dans Paris le 19 juin 1940. Ils saisissent tout et ils travaillent tout en lieu sûr pour analyser un peu qui est-ce qui risque de se retrouver dans la résistance, en gros. Hein, je simplifie. Bon, mais néanmoins, même si elle n'existe pas en tant que telle, beaucoup de ces cadres, surtout les cadres régionaux, semble-t-il, là c'est une hypothèse qu'il faudrait avec des historiens approfondir, des historiens spécialistes de tel ou tel aspect approfondir, les cadres régionaux ont été souvent actifs dans la résistance. Et c'est logique. Parmi les cadres les plus notabilisés par des responsabilités électives nationales, c'est pas tout à fait la même chose, me semble-t-il. Et il y en a qui ont même mal tourné, voilà. Dans le numéro, parce qu'on en a fait plusieurs sur l'histoire de la Ligue, le numéro de la revue Hommes et Libertés, qu'on a fait au moment des 120 ans, en 98, donc il y a 5 ans, en 2018, il y a 5 ans, merci, eh bien, on aborde dans un article cela. Mais c'est pas encore passé, si je puis dire. Hein. Voilà. Alors, l'histoire, elle ne doit pas être une histoire sainte. Hein. Elle ne doit pas être une histoire hagiographique, dorée, ne présentant cette association de 125 ans comme ayant eu tout le temps raison sur tout. Non. C'est bien difficile d'avoir tout le temps raison sur tout pour un individu comme pour une association. Mais là, en l'occurrence, il y a des moments sur lesquels on peut s'interroger. Et la période de la guerre en est un de ces moments, malgré la présence de résistants venus de la LDH. C'est Jean Moulin. Vous savez, il était ancien préfet, passé à Londres, et désigné comme représentant de la France libre auprès de la résistance intérieure, chargé d'unifier les différents mouvements très éclatés de la résistance française. Et dans ses rapports, il note qu'il y a pas mal d'anciens responsables de la Ligue des droits de l'homme à cette époque, dessinés à Londres. Hein. Et en même temps, les Allemands, ils épluchent les archives qu'ils ont prises au siège de la Ligue des droits de l'homme, et ils font même des entretiens, c'est pas des entretiens, c'est plutôt des interrogatoires, hein, la Gestapo, auprès de responsables qu'ils ont donc identifiés dans les archives de la Ligue des droits de l'homme à Bourges, à Tours, à Orléans ou ailleurs, pour leur demander où est-ce qu'ils en sont, etc. Bon, et parce qu'ils sont particulièrement surveillés. Donc ça montre que la Ligue des droits de l'homme avait finalement choisi, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, une orientation antifasciste et anti-nazie qui a amené beaucoup de ces cadres à rentrer dans la résistance et à jouer un rôle. Mais elle ne joue pas de rôle en tant que telle. Pendant la guerre, elle n'a pas la possibilité de s'y réunir. Donc, c'est une des périodes qu'il faut approfondir. Et cette question pacifisme ou antifascisme est une question qui nécessite d'être éclairée. Et je pense alors à une attaque récente. C'est le quotidien Le Figaro, bon, qui publie un article quand la LDH excusait les procès staliniens. Alors c'est un des sujets
de prendre à partie la Ligue des droits de l'homme. Alors, elle est, diront certains, devenue antisémite parce qu'elle défend aussi les droits des Palestiniens. Bon, elle est, d'autres diront, fourvoyée dans le pro-communisme stalinien dès l'époque des procès de Moscou, 1936-38. En fait, si on se penche, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des erreurs commises à l'époque, hein, et que la position prise à l'époque était 100% impeccable. Il faut tout examiner, mais c'était la préoccupation de l'antifascisme et de l'antinazisme qui prévalait dans la tête de Victor Bach et des autres responsables majoritaires dans la direction de l'époque. Et donc, c'était à cause de cela, à cause de cet antinazisme, opposition aux persécutions contre les Juifs, etc., que la question de l'Union soviétique était un peu reléguée au second plan au moment des procès de Moscou, en disant ça sera des alliés, nous espérons que ça sera des alliés futurs dans un combat contre le nazisme. Dans un premier temps, ça c'est pas ce qui s'est produit, hein, vous êtes au courant du pacte Hitler-Staline, Ribbentrop-Molotov, mais après ça a été le cas à partir de juin 1941. Et donc c'était une sorte de projection à long terme. Voilà. Alors, des erreurs, il y en a sûrement, mais des manières de nous chercher des coups dans la tête, alors qu'au contraire, la Ligue avait raison d'être antifasciste contre les accords de Munich avec Hitler, cette passivité, cette capitulation, eh ben, ça doit être reconnu. Et ce même Figaro qui nous prend à partie, c'est le président lui-même, Patrick Baudouin, qui avait relevé, en regardant les articles de l'époque, ben dans le Figaro, il y avait des articles disant Hitler, c'est pas si mal, on va pas s'opposer aux accords de Munich, on va pas mourir pour Danzig, etc. Donc, il faudrait qu'ils balayent devant leur porte. Bien davantage que notre association, qui essaye depuis 125 ans, avec du mal, et peut-être à certains moments en se trompant, ou en ayant des positions qu'il faut à regarder d'une manière critique, mais qui est quand même désireuse de défendre les droits de chacun. Alors voilà, c'est certains moments comme ça que je voulais pointer. Combien tu me donnes encore C'est fini. Non, on arrête là. Non, mais... Bon, alors, les moments que je voulais dire, mais je les mentionne seulement, c'est une sorte de seconde naissance. On a parlé de l'affaire Dreyfus, mais au moment de la guerre d'Algérie, il y a eu un nouvel élan. Et il a été marqué par l'arrivée d'un nouveau président, Daniel Meyer, qui était un juriste, qui était un militant socialiste proche de la Ligue avant-guerre, mais pas tellement impliqué en son sein, et qui a été pas du tout d'accord avec Guy Mollet sur la guerre d'Algérie. Il était pourtant membre de la SFIO, député socialiste SFIO. Et il démissionne de son poste de député, et il dit non, il faut arrêter la guerre d'Algérie, ça mène à rien, ça mène à des crimes, la torture, etc. Et il a relancé, c'est un peu une deuxième naissance. C'était le point de vue que défendait une collègue, Madeleine Rebelliou, qui était historienne elle aussi, et qui considérait que 58, au bout de 60 ans de vie, la LDH connaît une deuxième naissance, si je puis dire, autour de l'anticolonialisme. Bon, je partage son point de vue avec d'autres, mais c'est peut-être pas complètement gagné ni dans la société, ni autre part. Voilà, deuxième naissance. Et puis alors, j'avais envie, mais là je n'en ai plus trop le temps, d'évoquer des personnages qui ont marqué l'histoire de la Ligue des droits de l'homme.
et qui ont joué un rôle à tel ou tel moment. Son deuxième président, Francis de Pressensé, par exemple, qui était d'origine protestante, mais lui-même détaché de la religion, ami de Jaurès, en 1909, il dit notamment il faut défendre les droits des femmes. Il faut que les femmes aient le droit de vote. Et il soutient une avocate pénaliste qui s'appelait Maria Vérone, qui était la première à avoir plaidé en cour d'assises, et qui demande le droit de vote des femmes. Mais les ligueurs, ils sont pas partants pour ça. Donc il y a une sombre discussion quand on regarde les comptes rendus sur l'ordre du jour. Il y en a qui disent oh ben, le plus tard possible en fin de journée, à 18h30, on mettra peut-être ce point. Parce que dans les congrès, ceux qui y ont été savent que le dernier jour, les gens se dispersent un peu dans le courant de la dernière après-midi. Et voilà, et c'est pas vraiment accepté. Et il y a une histoire sainte aussi de la LDH sur la question des femmes. Parce que dès le départ, elle accepte l'adhésion des femmes. Très bien, bravo, tout le monde ne le faisait pas. En 1898, lors de sa fondation. Mais combien sont élus à son comité central? Il y en a 3, elles restent 1 an. Elles se barrent toutes, parce que, en gros, c'est pas la peine qu'on vous entende, elles sentent qu'elles ne sont pas dans cette assemblée masculine, persona grata, comme on dit. Bon. Donc, il y en a rapidement 0. À partir de 1900, il n'y en a plus aucune. Et en 1909, ce même Pressensé, il dit, Vérone a raison, Maria Vérone a raison, il faut qu'il y ait des femmes. Il faut que les femmes aient le droit de vote, et puis il y a d'autres revendications concernant le droit des femmes, etc. etc. Ça se fait pas, bon. Et ça sera remis sur la table après 1918-1920. Et là, il n'y avait plus aucune. Et alors, certains ligueurs disent, c'est quand même un scandale que ce comité central, il n'y a que des hommes. Bon. Et alors, je pense, dit un intervenant, je pense à une telle. Ça fait 3. Le secrétaire général de l'époque, Henri Guernier, il s'appelle, je peux le dénoncer, il a d'autres qualités par ailleurs, sur les fusillés pour l'exemple, etc., il s'est beaucoup mouillé, mais sur ce sujet-là, il n'était pas bon. Il a répondu quoi? Il a répondu 3, ça fait beaucoup. Il y avait 80 membres dans cette assemblée. 3, ça fait beaucoup. C'est marqué dans les comptes rendus. Bon. Alors, vous voyez que ce n'était pas gagné. Et il y a eu des freins sur cette question. Il y a d'autres personnages qu'on pourrait évoquer, mais on n'en a pas le temps. Merci de votre attention.